Et à l'international, réunis en sommet, les principaux dirigeants arabes et musulmans ont dénoncé le génocide en cours à Gaza. En effet, alors que Riyad accueille depuis hier un sommet consacré aux guerres que mène Israël dans la bande de Gaza et au Liban, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a utilisé le terme génocide pour qualifier les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza, signe du réchauffement des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran. Le prince héritier a qualifié l'Iran, selon ses termes, de république sœur, une position reprise par l'ensemble des dirigeants invités qui condamnent, je les cite, le génocide et les crimes horribles et choquants de l'armée israélienne à Gaza, en particulier dans le nord de la bande. Notons que ce sommet se déroule une semaine après la victoire de Donald Trump, dont les intentions diplomatiques au Proche et au Moyen-Orient sont encore inconnues. Toujours est-il que l'Arabie Saoudite conditionne toute éventuelle normalisation avec Israël à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, une condition rejetée hier par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui a qualifié ce projet d'irréaliste. Je vous rappelle qu'avant l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, l'Arabie Saoudite était à 2 doigts de signer un accord qui prévoyait notamment la reconnaissance d'Israël en échange de relations sécuritaires et bilatérales renforcées avec les États-Unis. Toujours à l'international, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a été réélu hier à l'issue d'un vote du Parlement, mais il devra se contenter d'une emprise fragile sur le pouvoir après les récentes élections législatives désastreuses pour son parti. Son parti libéral-démocrate et son partenaire de coalition Komeito ont remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections, mais ont perdu la majorité qu'ils détenaient depuis 2012, ce qui les rend dépendants des petits partis d'opposition. Désormais, Ishiba aura du mal à faire voter la moindre réforme économique et sociale ou à convaincre Donald Trump de ne pas imposer de nouveau des mesures commerciales protectionnistes et qu'il ne réactive les demandes de remboursement du coût des stationnements des forces américaines dans le pays. Toujours à l'international, mais cette fois-ci sur le plan économique. Pékin a dévoilé vendredi dernier l'un des plans les plus ambitieux de ces dernières années pour alléger la dette des collectivités locales et relancer son économie, dans la perspective également de potentielles tensions commerciales avec Donald Trump. Mais ce n'est toujours pas assez ambitieux. Pour les marchés financiers, au cœur du projet, relever les plafonds d'endettement des collectivités locales. Cela leur permettrait d'emprunter davantage pour soutenir le secteur immobilier en rachetant des terrains vacants ou en relançant des projets à l'arrêt. Un pari risqué alors que la dette chinoise atteint déjà des niveaux préoccupants. Concrètement, maintenant, la Chine va désormais autoriser les gouvernements locaux à émettre 10 000 milliards de yuan supplémentaires d'obligations à échanger contre des dettes hors bilan ou cachées, et ce, sur 3 ans. Mais les investisseurs espéraient d'autres mesures pour relancer la demande des consommateurs et des entreprises en perte de vitesse, et c'est peut-être chose faite, puisque matin, nous apprenions que la Chine envisage de réduire les impôts sur les achats de logements. Les régulateurs travaillent sur une proposition qui permettrait aux mégalopoles, dont Shanghai et Pékin, de réduire la taxe foncière pour les acheteurs à 1% contre 3% actuellement. En Europe, cette fois-ci, la pression monte en Allemagne pour l'organisation rapide d'élections législatives anticipées. Nous avons appris hier, en effet, que le chancelier Olaf Scholz s'est dit prêt, sous condition, à se soumettre d'ici à la fin de l'année au vote de confiance des députés en vue d'accélérer l'organisation d'élections législatives anticipées après la rupture de cette coalition gouvernementale. Vote de confiance qu'il devrait perdre, ce qui, dans la foulée, induit une dissolution du Bundestag sous 21 jours et de nouvelles élections convoquées dans un délai de 60 jours. Une situation d'autant plus critique que le dialogue entre l'Allemagne et Donald Trump s'annonce particulièrement musclé. Avant de parcourir les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, jetons un œil aux principaux sujets à suivre cette semaine. Et aux États-Unis, alors que les élections présidentielles sont désormais derrière nous, les investisseurs se pencheront sur les dernières données sur l'inflation et les bénéfices des entreprises. En outre, des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine devraient également s'exprimer cette semaine, dont le président de la Fed, Jérôme Powell. Jeudi, en Europe, le discours de Christine Lagarde et les données sur le PIB britannique pourraient également être source de volatilité. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, hier, les marchés financiers ont débuté la semaine sur une note positive, les investisseurs ayant désormais digéré l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,2% à 7426 points. À Londres, le FTSE a pris 0,65%. Quant au DAX à Francfort, il a gagné 1,22%. À Wall Street,
Street. Les principaux indices actions ont clôturé dans le vert, toujours portés par l'optimisme suscité par la victoire de Donald Trump. Le Dow Jones a gagné 0,69%, le S&P 500 a gagné 0,1%. Quant au Nasdaq, il a symboliquement pris 0,06%. En Asie ce matin, les marchés actions ont chuté sur fond d'inquiétude à l'endroit de la politique du président nouvellement élu américain Donald Trump. Les analystes ont également souligné les informations selon lesquelles Trump aurait choisi le sénateur américain Marco Rubio pour être son secrétaire d'État. Une option la plus belliciste, toujours selon les analystes. Résultat, le Nikkei a reculé de 0,4% à 39 376 points. Taïwan a reculé de plus de 2%. Et les actions sud-coréennes ont lâché plus de 1%. Sur le Forex, l'euro est tombé hier à son plus bas niveau en 6 mois et demi face au billet vert. Les investisseurs s'inquiétant d'éventuels droits de douane américains qui pourraient nuire à l'économie de la zone euro. Résultat, l'euro se négociait à 1,0640 hier dans les derniers échanges. Toujours sur le marché maintenant des taux souverains en zone euro. Les rendements ont cédé du terrain hier alors que les investisseurs modélisent encore l'impact de la politique économique de Trump et que la coalition en Allemagne se fissure de plus en plus. Le rendement du Bund à 10 ans a cédé 4,3 points de base à 2,323%, tandis que le rendement de celui à 2 ans a reculé de 5,7 points de base à 2,131%. Je vous rappelle qu'hier, les marchés obligataires américains étaient fermés à l'occasion du Vétéran Day. Sur le marché du pétrole, les prix sont toujours tirés vers le bas par un plan de relance chinois jugé insuffisant par les opérateurs. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a cédé 2,76% pour clôturer à 71,83 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance janvier, il a reculé, il a même chuté de 3,32% à 68,04 $. Enfin, notons que le Bitcoin tutoie actuellement les 90 000 $ sur fond de spéculation quant à la politique ultra accommodante de l'administration Trump envers les crypto-monnaies. On va marquer une toute première édition dans cette édition du 12 novembre 2024 et juste après cette courte page de publicité, nous retrouvons Hervé Dupré qui commentera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert nettement dans le rouge puisqu'actuellement elle cède 1,08% à 7 346 points. Tout de suite sur Téléfinance.